Salut les coureurs et bienvenue sur le Run Success Podcast. Je suis Enzo, entraîneur expert en course à pied. 1 à 2 fois par mois, je t'emmène à la rencontre d'athlètes au profil inspirant et au parcours de vie atypique. Le but, rentrer dans leur quotidien afin d'analyser et comprendre leur entraînement. Peu importe ton niveau, tu es au bon endroit. Tous les conseils que tu retrouveras dans ce podcast, tu pourras les appliquer directement dans ta vie quotidienne de sportif. J'espère que ce podcast te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Cela m'aidera énormément au référencement du podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'occasion d'accueillir un athlète exceptionnel et puis un ami d'enfance, donc qui est Hugo Lebègue, qui est normalement spécialisé dans le trail. Donc salut Hugo. Salut Enzo, je suis content d'être là aujourd'hui et de partager un peu mes, mes idées d'entraînement et aussi voilà, mon expérience. Si ça peut aider certains, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent pour l'invitation. Alors dans une première partie, ce que je te propose, c'est que tu nous ressasses un petit peu ton parcours sportif, donc ton enfance en fait, savoir un peu comment t'en es arrivé à pratiquer la course à pied, quel sport t'as fait avant, et puis quelle était un petit peu ta mentalité à l'époque. Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de très compétiteur ou pas forcément voilà, donc je te laisse la parole, et puis présente-toi brièvement aussi à nos auditeurs, voilà, ton nom, ton âge. Ouais. Alors bonjour à tous, je m'appelle Hugo Lebègue, j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans cette année. Je suis originaire du nord de la France, donc c'est comme ça qu'on s'est connus avec Enzo, à côté d'Amiens, et je me suis délocalisé dans la belle région et le beau département qu'est la Haute-Savoie, pour des raisons de paysage et de nature abondante. Concernant mon passé sportif, en fait, comme je l'ai dit, j'ai vécu dans le nord de la France et dans un petit village à côté d'Amiens, en fait, ce qui a fait que j'ai été très proche de la nature depuis tout petit, où avec les copains, on allait beaucoup à la pêche, jouer dehors, en fait, tout simplement. Et ça m'a permis d'avoir un contact avec la nature et d'aimer passer du temps dehors. Ouais. Alors, la course à pied est arrivée très tard. J'ai d'abord fait beaucoup de sport. J'aimais pas et j'aime aujourd'hui encore. J'aime pas la monotonie. J'aime bien changer un Ouais. peu mes activités. Donc, j'ai fait du judo. Ok. Bon, vu mon gabarit, ça a pas duré longtemps. C'était compliqué. Je me faisais écraser. Ensuite, du tennis de table à plutôt bon niveau. Là, je devais avoir aux alentours de 8 ans. Et Ok. voilà où j'ai été champion départemental, etc. en D'accord, tennis bah de tu vois, table. je savais même pas. Ouais. Donc, mais bon, après, on est en catégorie très jeune, donc Ouais. la compétitivité n'était pas énorme. Mais je prenais beaucoup de plaisir. Et puis, au bout d'un moment, je me suis lassé. Et j'ai fait quelques sports collectifs, basketball, football, qui m'ont plu, mais sans plus. En fait, j'aimais bien le faire, mais sans les compétitions, c'est-à-dire les entraînements, Ok. surtout avec mes copains. Ouais, bon. Donc voilà, j'ai vite arrêté. Et ensuite, j'ai du coup, je suis resté sur un sport collectif. Avec les copains, on a fait beaucoup de roller hockey, Ok. qui est un sport pas très connu, mais qui me plaisait parce que très dynamique. Et on avait un bon niveau national où on a fait plusieurs fois vice-champion de France. Et voilà, j'étais pas sur les meilleures lignes, j'étais attaquant à ce moment-là D'accord. en troisième ligne. Et, et au final, je prenais beaucoup de plaisir et j'ai toujours voulu monter sur les lignes supérieures. En fait, en hockey, plus tu es proche de la première ligne et meilleur tu es normalement. Et en fait, je me suis surentraîné. Donc, j'étais en cadet et je faisais les entraînements poussins, minimes, cadet. Donc, 3 entraînements à la suite au lieu d'un. Et en plus de ça, j'allais courir pour essayer de monter la forme, plus les activités avec les potes en nature, etc., Ok. comme le foot. Et ce qui fait que, en fait, un jour, je me suis retrouvé à être debout et à me retrouver à terre au sol d'un seul coup. Mon genou droit avait lâché. Et, et donc, j'ai pas prêté attention. Je me suis dit, bon,
c'est pas très grave, ça peut arriver et ça s'est mis à se répéter et j'avais des douleurs parfois très intenses, ponctuelles et je suis passé de spécialiste en spécialiste pendant 1 an qui ont jamais su trouver ce que j'avais et d'autres me disaient même c'est dans ta tête, etc. Jusqu'à ce que je fasse un IRM. Et là, ils ont trouvé donc ostéochondrite du genou, c'est-à-dire plus de cartilage au genou. Et donc là, c'est arrêt complet. J'avais 12 ans à ce moment-là. Donc je passe de 15 heures d'entraînement par semaine à zéro Ouais, à cet âge-là. C'était vraiment dur pour moi parce que j'avais tous les copains qui sortaient. Je, en plus, j'étais quelqu'un d'hyperactif, quoi. bien Enfin, sûr, ouais, je pouvais pas rester en place. fallait que tu aies ta dose de Voilà. sport quotidienne. Ouais. J'étais pas du tout cette génération de jeux vidéo, etc. Donc en fait, si j'étais pas dehors, je faisais rien de mes journées, quoi. Mais oui, Et donc c'était dur. Et à la base, une ostéochondrie, donc plus de cartilage, plus t'es jeune, plus t'as de chances que ça se reconstruise. Le spécialiste m'avait dit avant 12 ans, tu as 80% de chances que ton cartilage se reconstruise. Entre 12 et 15, 50%. J'étais ouais. dans cette tranche-là. Et au-dessus de 15, tu quasiment pas de chance Ouais, que bah, ça se c'est reconstruise. très compliqué, ouais, ça C'est se très refait très compliqué. vite. Et il m'avait annoncé entre 6 et 8 mois. Donc déjà, je rangeais mes ongles. Et après 6 à 8 mois, là, toujours rien. Non, il est pas reconstruit. Donc on repousse 6 à 8 mois. Et ça pendant 2 ans et demi. Donc pendant 2 ans et demi, je pouvais pas faire de Aïe, sport. aïe, aïe. Ouais. Je pouvais juste faire Vélo vélo un éventuellement? petit peu et Natation? ouais natation, mais je suis pas quelqu'un qui aime l'eau. Ouais. Voilà pourquoi je suis au trail maintenant. Mais et du coup, ce qui fait que quand j'ai repris le sport, je savais même plus courir en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais une gestuelle horrible. Et je perdais toutes mes sensations, donc j'avais couru à cloche-pied pour essayer de me renforcer, mais du coup c'était déséquilibré, etc. Et donc compliqué. J'ai voulu reprendre le roller hockey. Les douleurs sont assez vite revenues. Je me suis dit ok, j'arrête. On m'a conseillé un sport monotone. J'avais mon parrain que tu connais et le copain de ma cousine qui faisait beaucoup de courses à pied. Mon Ok. grand-père était un très bon coureur aussi, donc je me suis dit ok, on tente. Et voilà, j'ai fait des petites courses et j'ai adoré et j'ai pris goût et voilà, je m'y Ok. suis mis. Et du coup, t'avais quel âge quand t'es sorti de cette galère environ? Ouais, j'avais 14-15 ans. Ok. Voilà, c'était à la sortie du collège. En fait, je faisais même les crosses du collège au tout début et j'arrivais loin alors que j'avais un super niveau parce que j'avais trop mal, Tu etc. pouvais pas courir, ouais. Ouais, et donc voilà, j'ai pas fait les crosses du collège. C'est ça qui m'a remarqué aussi parce que je voyais tous les potes y aller et je voulais les faire, mais je pouvais pas. Donc voilà, j'ai repris un peu avant le lycée. Ouais. Ok. Et est-ce qu'avec du recul, tu penses que tu avais quand même des prédispositions physiologiques pour les sports d'endurance ou pas du tout, tu t'en es pas rendu compte et c'est venu comme ça malgré toi ou tu sentais que tu avais un potentiel qui dormait un peu en toi? Bah écoute, je pense pas avoir de prédisposition parce que j'ai tout simplement été tout le temps dehors à faire du vélo pour aller à la pêche, à courir des heures parce qu'on faisait du foot, des choses comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui me donnait à 100% dans le sport et c'était remarqué, c'est-à-dire que j'étais pas le meilleur techniquement, même au roller, Mais etc. tu avais un investissement important. Mais par contre, j'étais celui qui revenait toujours en défense, etc. Tu vois, Combatif, ouais. ouais, et ça, je pense que c'était plutôt l'état d'esprit de pas écouter la douleur plutôt que vraiment des capacités physiologiques, tu vois. Et d'ailleurs, ma première course était un trail, un tout petit trail. J'étais parti dernier. Bon, je suis arrivé septième, mais il n'y avait pas beaucoup de participants, peut-être C'était 50, tu c'était vois. où? C'était à Bertangle, il existe Ok. même plus, mais enfin voilà. Et j'avais fait du coup avec le copain de ma cousine. Et et en fait, c'était vraiment pas fou, quoi. J'ai dû faire 5 kilomètres en 26 minutes, tu vois. Ok. Donc En trail aussi, du coup. entre elles, mais bon, il y avait, enfin franchement, Pas de c'était D+, plus ouais. course nature. Il devait y avoir 50 mètres ou 60 mètres de dénivelé plus sur 5 kilomètres, quoi. Et donc vraiment pas de prédisposition. Et ma deuxième course, c'était le fameux Trail des Allumés qui est connu dans notre région.
première course nocturne en France et là pareil, je mets 1 heure et demie, je finis en hippo, je me dis plus jamais et voilà, au final on s'y remet quoi, on connaît Ok. le Et du coup, où process. on s'est connus, où on l'a fait ensemble, le Trail les Allumés, c'est ta deuxième année alors de course. Ouais, c'est ça. Ouais. La première année, c'était en 2016 pour le Trail des Parce que Allumés. moi, je l'avais pas fait, je l'ai fait en 2017 avec toi, Ouais, c'est ça. où tu avais bien progressé du coup. J'avais bien progressé. J'étais passé de 1 heure et demie à 1 heure et quart, donc quand même 15 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc j'étais content parce que voilà, moins 15 minutes. Là, j'avais fait quand même une petite prépa avec 2, 3 entraînements par semaine. Bon, les erreurs de débutant, c'est-à-dire que je faisais pas une séance sans finir sur les genoux en partant à bloc, etc. Mais je m'étais pas blessé, ça avait fonctionné, donc et c'est là qu'a pris un peu la magie de la course à pied et je me suis entraîné de plus en plus jusqu'à gagner cette course du coup, comme tu le sais, ouais. Ouais. Impressionnant. Et du coup, est-ce que tu te souviens un petit peu, bon, on s'est entraîné ensemble sur tes premières années, donc du coup, je connaissais bien ton entraînement. Bon, tu vas quand même le partager un petit peu. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment a évolué ton entraînement, ta mentalité, ta philosophie de l'entraînement, les erreurs qu'on a commises peut-être ensemble au Mm. début aussi. Quels sont tes enseignements, on va dire, de tes premières foulées jusqu'à aujourd'hui et les erreurs les plus communes que tu as pu commettre, que ça pourrait aider nos auditeurs, je pense. Et c'est des erreurs, j'imagine, qui reviennent très souvent. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, et ben au début, je jurais que par les intensités. Heu, C'était aussi, je pense, une mode à ce moment-là de de se dire: «Essayer de caler le plus d'intensité, on s'en fout du volume un peu». Ouais, Et donc en plus, en France, on est vachement orienté VMA, c'est-à-dire qu'une VMA, il faut finir sur les rotules, et cetera, sinon ça va pas travailler, tu vois? Et j'ai fait beaucoup de ça, ce qui m'a fait progresser au début au parce que début, tu forcément je progresses partais vite, ouais. je partais de loin donc peu importe ce que tu mets à un amateur, il va progresser. Hem et donc ça a été mes premières erreurs parce que, ça m je prenais pas forcément de plaisir. Forcément, je me voyais progresser donc je prenais du plaisir jusqu'à un moment où j'ai stagné en fait avec les VMA. Ça a quand même duré 2, 3 ans Ok, de donc où sans club dans un premier temps. sans club dans un premier temps. Ensuite, j'étais dans un club, donc coaché par Jean Vuloc, un très bon coach en Picardie et aussi en France, En trail, hein, c'est ça. en trail, mais pas que. Il a aussi un gros bagage Sur route. sur route. Et c'est quelqu'un de très qualifié et il m'a appris beaucoup. J'ai beaucoup progressé. Et ensuite, en fait, je suis arrivé sur Annecy pour mon stage et là j'ai été recruté par un centre de formation, Annecy Trail Running, sponsorisé par Scott et qui en fait est un centre de formation qui était structuré, c'est-à-dire qu'il y avait des coachs, des préparateurs physiques, kinés, podologues, posturologues, etc., médecins du sport, et on était très bien encadrés avec comme coach du coup Adrien Séguré, le coach de l'équipe de France, sélectionneur de l'équipe de France de trail. Et c'est lui qui m'a entraîné pendant 1 an. Avec lui, j'ai beaucoup appris à ajouter des sports portés et croiser les entraînements du coup. Et aussi comment euh, structurer les entraînements tu vois, mésocycles avec des charges d'entraînement et puis des périodes d'assimilation, des choses comme ça. Ouais. Ça m'a pas mal appris. Plus structuré, enfin, pas forcément plus structuré, mais C'était plus très polarisé structuré avec que... Jean. Ouais, peut-être un peu. Jean, c'était quelque chose, enfin, un entraînement plus axé VMA, plus peut-être académique. plus académique, je pense. Euh, qui, en tout cas pour moi, je trouve que j'ai du mal à avoir des adaptations physiologiques avec ce genre d'entraînement. On en parlera, mais aujourd'hui, tu vois, je fais plus de VMA. Mm. Et Adrien avait vachement axé ça par cycle. Donc l'hiver, on travaille beaucoup la VMA et plus on s'approche de l'été, plus on va travailler du seuil, La la spécificité. spécificité, des choses comme ça.
Et donc j'ai appris là-dessus aussi du coup comment quantifier un entraînement, savoir si c'est pas trop chargé, si je peux aller chercher un peu plus de charge d'entraînement justement. Varier les entraînements, c'est-à-dire si un jour je le sens pas d'aller courir, quel est l'équivalent en charge d'entraînement en endurance pour faire du vélo, pour faire du ski de randonnée, des choses comme ça. On a quand même un environnement qui nous permet de faire plein de sports. Bien sûr. Donc j'ai beaucoup appris là-dessus. Et ensuite, c'était ma dernière année espoir à ce moment-là. J'ai dû du coup quitter le centre de formation parce que c'est un centre de formation. Donc quand on passe en senior, faut partir. Voilà, j'avais pas le niveau Ok. pour passer pro et donc je suis sorti de là et Mais du voilà. coup, rappelle-nous un petit peu comment tu étais rentré. Est-ce que c'était Ouais, voilà sur un entretien par rapport à tes performances? Bon, on n'a pas parlé de tes performances jusqu'à maintenant, on va en ouais. parler par la suite. Voilà, donc pour rappeler un peu le contexte, Hugo Lebec, bah, il a quand même un bon niveau puisqu'il vient de faire 32 minutes sur 10 kilomètres. Voilà, Mm. donc ça vous donne un ordre d'idée un petit peu de sa VMA. Et ouais, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment tu es rentré dans cette équipe et qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi toi et pas un autre coureur du coup? Ouais, alors c'est un centre de formation. On était 9 de mémoire et en fait ils recrutaient du coup du junior à espoir, il me semble. Et, et donc, c'était principalement des athlètes de la région pour avoir une proximité et justement pouvoir venir faire les entraînements, être suivi par les kinés, des choses comme ça. Et il avait pour but du coup de structurer l'entraînement d'athlètes prometteurs et puis de bien les encadrer pour les amener vers le haut niveau. Euh, et en fait, c'est tout simple, c'est que je m'étais inscrit au club d'Annecy Athlétisme qui hébergeait du coup ce centre d'entraînement pour des financements, des choses comme ça. Et Adrien Séguré est aussi entraîneur euh, du club d'athlétisme, Annecy Athlétisme. Et on est parti faire les championnats de France de trail court. Euh, C'était en Alsace, à Rouffach. Et là, j'avais fait une bonne course, pas exceptionnelle, mais une bonne course où je finis septième de ma catégorie, septième espoir. Et, euh, et là, sur le retour en voiture, c'est lui qui m'avait amené et qui m'a emmené. Et, il me dit, bah, non, c'est pas sur le retour. 3 jours après, je reçois un appel de lui et il me dit, bah écoute, je pense que tu es au courant, il y a un centre de formation, tu as fait une très bonne perf au France. Est-ce que ça te dit de l'intégrer et qu'on structure l'entraînement? Et donc c'est là que j'ai dit oui. Voilà, c'était une super expérience d'être suivi, etc. Il s'avère que avec du recul, ça me convient pas tellement parce que c'est un peu trop de pression pour moi de pas avoir forcément le choix de mes courses et puis de je me sentais comme redevable vis-à-vis de du centre de formation en termes de performance, tu vois. Je vois, ouais. Ok. Ouais. Ok. Et donc voilà, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai continué en tant que community manager pour le centre de formation. Là, malheureusement, il a fermé. Ok. Voilà pour des causes personnelles et puis parce que notre sponsor Scott a aussi lancé son propre centre de formation en interne. Ok. Donc voilà, il y a cette histoire-là est finie, mais c'était une superbe expérience pour moi très enrichissante, ouais. D'accord. Ok. Et du coup, bah, en termes d'apprentissage sur l'entraînement, qu'est-ce que ça t'a appris un petit peu ce parcours dans un centre comme Ouais. ça, que ce soit dans le suivi, récupération, tout ça, Mm. enfin, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence et que tu appliques encore aujourd'hui et qui t'a aidé à passer un cap, Ouais. Alors déjà, ça permet de bien s'entourer. C'est-à-dire que voilà, Adrien, il a pas à faire ses preuves, hein, mais c'est un très bon coach qui qui a une vision bien à lui, qui change, je trouve, de plus en plus, notamment sur l'ultra où voilà, il a une vision qui devient plus moderne et moins académique. Et ça, moi, ça m'a appris justement à évoluer sur ma façon de penser l'entraînement et qu'il n'y avait pas que la VMA dans la vie, quoi.
Et donc après, ils avaient mis aussi en place avec les kinés et préparateurs physiques, du coup, un programme de musculation et de renforcement. Et donc, je l'ai suivi de façon stricte et c'était très intéressant. Malheureusement, je me sens pas légitime aujourd'hui d'en faire un seul. J'ai pas les connaissances et j'ai peur de faire pire que mieux parce que il y a aussi l'exécution des mouvements qui est importante et j'ai essayé tout seul et je me faisais mal au dos donc je me suis dit bon bah je vais pas plus loin, d'autant plus que je sais que ce qui est important c'est la force max, surtout en trail mais pas que, aussi en Ouais, route. surtout les sports d'endurance. Ouais. Et en fait, porter des charges lourdes, ça demande d'avoir un geste parfait, quoi. Parce que s'il est pas bien fait, pas bien exécuté, tout de suite, c'est la blessure, quoi. Bien sûr. Donc j'ai décidé de faire 100 parce que en plus, maintenant j'arrive à progresser sans. Le jour où je stagnerai, là, je me reposerai la question de l'intégrer dans le plan d'entraînement, ouais. Ok. Et est-ce que tu te souviens, ça m'intéresserait un petit peu du contenu de ces séances. Mm. Qu'est-ce que c'était du coup globalement? Est-ce que vous travaillez par cycle, Ouais, j'imagine, un cycle de force, un cycle plutôt pliométrique, ouais. endurance de force, enfin comment ça se passait et comment c'était placé dans la saison? Ouais, exactement. Et ben, alors en début de saison, on faisait au tout début, on faisait des gammes, tout simplement pour, voilà, renforcer, mais légèrement. Qualité générale. Ouais, voilà. C'était des fois une demi-heure de gamme athlétique, voilà, avec échauffement et tout ce qui va avec. Donc ça, c'était des cycles de un mois Mhm. ou deux maximum. Euh, Après, on a fait un cycle de force max en salle avec des répétitions plutôt courtes, entre 4 et 6 maximum au début, parce que pour pas trop charger Trop trop vite. Donc stressé, ouais. voilà, 6 puis 4, etc. Et on faisait des sortes de parcours training comme ça, avec des récup et peu de séries, etc. Et ensuite, plus les échéances arrivaient et plus on allait faire de la pliométrie, des exercices spécifiques en escalier, par exemple, des choses comme ça, voilà, qui avaient pour but d'améliorer l'économie de course, Ok, ouais. tout ça. Et la Je force aussi, ouais. Ok, bon, bah ça confirme un peu du coup ce que je pensais sur la planification. Est-ce que tu te souviens un petit peu des exercices, donc ça peut être des exercices, j'imagine, polyarticulaires, tels que le squat, le hip thrust, le soulevé de Mm. terre, enfin, tu te souviens Ouais. un peu des exercices? Beaucoup de hip thrust sur Ouais, la force max parce très que important, ouais. ouais, c'est un exercice qui est important, surtout qu'il est selon moi dans le bon sens, c'est-à-dire le déroulé de hanche se fait dans le même sens que le hip thrust, contrairement par exemple au squat qui a un mouvement vertical et la course à pied c'est globalement un mouvement horizontal, tu vois. C'est Et plus spécifique, je pense, le ouais, hip et je thrust. pense que le hip thrust était plus spécifique et je trouvais que ça faisait plus de sens. Donc c'est très bien qu'il l'ait mis voilà principalement là-dessus. Pour la pliométrie, il y avait un peu de jumping jacks, des choses aussi Fente sur sauté, fente squat sautée, sauté, ouais exactement. jump box, des choses comme ça. Oui, aussi avec des poids même, voilà, et aussi en En unipodal peut-être aussi sur unipodal et aussi de descendre de la boîte, tu vois, pour faire excentrique. l'excentrique, etc. Voilà. Il y avait du Ok. concentrique, de l'excentrique, du pliométrique et même un peu d'isométrique aussi. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, donc quelque chose de ouais, très complet. Ouais, très complet, Et exactement. du coup, ce qui serait intéressant de voir, est-ce que tu as senti du coup une différence avant et après? Parce que là, tu Ouais, fais plus de renfort. ouais, Est-ce que tu as quand même senti, je sais pas, moins de ouais. puissance au sol Et ben après ce début de saison du coup muscu, j'ai senti beaucoup de puissance en plus, surtout à plat. économie de course, un petit Économie de peu? course, je l'ai pas tellement senti. Tu as toujours eu une très belle économie Ouais, de course aussi voilà. de base, je pense. Donc, Voilà, je pense que la marge était moins importante là-dessus. Mais par contre, là où je sentais un déficit, c'était à haute vitesse, pour ma part. ouais, C'est-à-dire que plus je vais me rapprocher
de ma VMA et plus je vais devoir faire des efforts exponentiels T'es pour moins économe ouais. au-delà d'une certaine Ouais, vitesse. en fait, globalement, ma vitesse 5 et ma vitesse 10, c'est la même, tu vois. À 2 secondes près au Ouais, kill, en tout cas avant, c'était ça parce que j'étais pas assez puissant pour avoir ce coup de rein en plus. ouais. Et voilà, j'étais limité musculairement. C'était pas le cardio, c'était musculairement. Et ça m'a quand même débloqué quelque chose. Ouais, Très bien. voilà. Ok. Ouais, donc tu as un profil, bon, je te connais un petit peu du coup, Mm. qui est très très aérobie. Ouais. Et bon, du coup, tu as décidé, peut-être à tort ou à raison, je pense plus que tu as eu raison vu tes performances à l'heure actuelle, de t'engouffrer dans cette brèche du coup dans ta qualité principale qui est l'aérobie. Mm. Et tu fais beaucoup moins d'exercices, où on va en parler, mais plus sur des séances hybrides, mais de séances purement VMA où on a de l'anaérobie, où tu fais des sprints, de la vitesse max, tout ça. Mm. Et bah, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie d'entraînement? Est-ce que tu penses que vraiment ça a porté ses fruits à long terme ou tu as gardé une faiblesse dans la puissance? Enfin, comment tu t'expliques ça? Eh ben, d'abord, alors je sais pas si je pense que c'est plutôt déconseillé, mais à la reprise, j'ai fait quelques séances, voilà, VMA, mais sans vitesse, juste pour retrouver du Pour dérouiller un dynamisme peu, et ouais. déverrouiller exactement. Et après, j'ai fait un petit cycle avec quelques sprints à vitesse max pour justement débrider d'un point de vue mécanique Ouais. plutôt. Je pense que c'est vachement. Pour ça, Ouais. j'allais te poser la question justement si tu en mettais un petit peu en début de cycle, c'est ce que Ouais, je conseille de plus en plus. Mettre un peu de sprint ouais, pour venir déverrouiller, puis travailler le système nerveux aussi, ouais, et les exactement. fibres qui travaillent pas quand tu es Voilà. en travail plus aérobie. Donc c'est quand même des exercices qui selon moi sont à prendre avec précaution parce que ça peut être ça peut très vite mener à la Ah ouais, blessure. ouais, c'est hyper. C'est beaucoup de d'échauffement. Faut pas hésiter à faire 40-45 minutes d'échauffement, à bien monter, à faire du seuil avant histoire que ça monte bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà des fentes, enfin plein d'exercices avant pour être vraiment chaud et que ça pète pas dès le premier sprint. Et là, du coup, c'est vitesse max pendant 8, 10, 12 secondes maximum pour moi. Et beaucoup de récup, ça peut aller 3 minutes, 4 minutes, même 5 minutes s'il le faut. Ouais, ouais. Mais récup complète. Et puis ça, je le faisais entre 8 et 12 fois, quoi. Ok. Voilà. Et donc, ça, c'était la première phase. Et Donc ensuite, loin des échéances en ouais, début de cycle, ouais. ouais, ouais, vraiment loin. Et ensuite, comme tu l'as dit, moi, j'ai intégré que une séance de VMA dans toute la prépa sur les 3 mois. Donc quand Euh, tu dis séance de VMA, c'est que des intervalles courts, ouais, compris entre 200 et 400-500 mètres, c'est ça, global? ouais, on peut même monter à 800 mètres. Ouais. En fait, la seule que j'ai faite, c'était celle avec le club d'NC Athlétisme, parce que j'ai pas le choix. Ouais. Je fais la séance du club et c'était très cool. À la base, c'est aussi des allures qui sont pas censées être VMA, mais on connaît l'esprit de groupe et c'est pour ça que je fais pas trop de séances club parce que Ouais, non, on s'est retrouvé à VMA il y avait aussi des 1200 mètres qu'on faisait quasiment à VMA. Et donc, voilà, c'était la seule que j'ai faite, mais sinon, comme tu dis, en fait, j'inclus de la VMA parfois, mais en fin de séance, sur de la pré-fatigue avec du seuil, du tempo. Et là, j'hésite pas à faire même une séance complète de VMA. Ça peut être un 10 fois 1:30 récup 1 minute, tu vois, à VMA avec du seuil avant, de l'allure semi, de l'allure marathon, peut-être même un peu d'allure 10 pour justement travailler en pré-fatigue et puis avoir cette capacité en fin de course de relancer aussi qui m'aide beaucoup et voilà, je me suis beaucoup amélioré de ce côté-là parce que c'était un gros point faible que j'avais avant où en fait je savais que si j'étais avec quelqu'un en la fin de course, il allait m'avoir au sprint parce que voilà, j'étais pas du tout puissant et j'avais pas cette réserve que j'ai maintenant. Voilà. Ok. Ouais, Très bien, très intéressant. ouais. Et du coup, bah, comment t'en es arrivé? Parce que j'ai cru comprendre aujourd'hui que tu avais plus forcément de coach et de structure. Mmh. Comment t'en es arrivé à préparer ton entraînement, structurer ton entraînement? Et sur quelle expérience, enfin, on en a parlé justement, mais Mmh.
quels sont vraiment tes principaux apprentissages que tu mets au quotidien dans tes plans et comment tu crées aujourd'hui ton entraînement? C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est plus en fonction au feeling par rapport aux épreuves que tu prépares ou est-ce que tu as vraiment une planification écrite avant avec les différents cycles que tu Mm. vas faire en fonction des épreuves? Comment tu gères tout ça? Et ben en fait, je suis pas sûr que ce soit très académique, mais j'ai rien d'écrit. C'est complètement au feeling et beaucoup à l'envie. Alors, ça veut pas dire que je fais que ce que j'ai envie. Je suis conscient de l'intérêt des séances de qualité et, et en fait, j'ai des séances clés que j'imagine seulement dans ma tête sur des cycles d'entraînement. Par exemple, là, j'ai fini le cycle 10 km, donc je fais de l'allure spé semi, et je me dis que en gros, il faut que je passe 3-4 séances clés en gardant toujours de la progressivité dans les séances, c'est-à-dire en diminuant le nombre de répétitions, augmentant le volume, diminuant aussi la récupération pour se rapprocher de plus en plus d'un volume de course. Et puis avoir une séance clé toujours à J-10, J-12. C'était aujourd'hui pour le semi avec un 10 km allure semi. Et, et en fait, je le vois comme ça. Et entre deux, euh, je, je planifie comme je veux. C'est-à-dire que je vais mettre des footings, ça peut être du trail, ça peut être de la route. Et je joue beaucoup avec l'opportunité. C'est-à-dire que si j'ai des amis qui vont me proposer un footing, et ben comme ça, je suis libre de leur dire oui. Et si j'avais prévu une séance dans ma tête ce jour-là, je suis capable de la décaler au lendemain, tu vois, pour garder toujours ce plaisir et cette flexibilité. Il y a aussi une question de forme, c'est-à-dire que si je me sens fatigué, ça me permet aussi de rajouter un jour de récup et d'être plus frais. Alors il y a des fois, les séances sont faites pour être faites en surfatigue. Bien sûr, ouais. J'arrive à distinguer, maintenant je me connais assez pour distinguer la bonne fatigue de la mauvaise. Et tu vois, quand j'ai des tensions tendineuses, des choses comme ça, je me laisse plus de temps. Si c'est musculaire, j'y vais. Par exemple, là, j'ai travaillé en tant que cadreur pour les championnats de France de course d'orientation lundi. Donc il y avait quand même un volume à haute intensité, etc. Et bah, j'étais OK avec moi-même pour avoir un seul jour de récup et de faire ma séance spé aujourd'hui pour derrière la faire un peu en pré-fatigue, mais surtout me laisser le temps pour récupérer et être en forme au bon moment, c'est-à-dire au SMI, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as maintenant plus des années, on va dire, type où tu te dis, bon, en début d'année, je travaille telle qualité, je me mets les objectifs de telle Mm. manière, ou est-ce que c'est plus intuitif en fonction du calendrier, en fonction de tes envies? Est-ce que tu as quand même une ligne de conduite sur ta saison ou pas spécialement Bah, en fait, comme mon sport principal, c'est le trail, Ouais, c'est quand même un sport très saisonnier. L'hiver, surtout en montagne, il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, ça va plus être un peu de route l'hiver peut-être un peu ou... de route et surtout du plaisir sur les skis. Cette année, je suis arrivé trop tard en montagne, mais normalement, j'aime bien faire des vraies sorties montagne longues sans me prendre la tête en endurance. Et, et là, j'avais vraiment envie de me challenger sur avoir un temps référence sur 10 km et semi-marathon. Et en fait, j'ai retrouvé vraiment cette envie de courir sur route que j'avais perdue. Et je l'ai retrouvé aussi parce que justement, je maintiens un gros volume en montagne, qui est mon volume principal en fait, et je fais quasiment que les séances spécifiques sur route. Et derrière, toutes les intenses, je les garde en nature, et ce qui fait que je prends vraiment du plaisir, quoi. Donc voilà, je me suis un peu challengé là-dessus en début de saison. Je dis pas que je ferai ça toutes les saisons, mais, euh, mais en tout cas, la saison de trail est beaucoup l'été, printemps, été, automne, et du coup, ça drive quand même pas mal le reste, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Donc du coup, t'es l'un des exemples parce que ça crée débat entre la route, le trail. On se dit souvent que les trailers sont pas forcément des bons coureurs sur route. Bah là, tu prouves un peu tout le contraire et c'est quelque chose d'intéressant. Donc comme quoi, toi, sur une semaine type, même en prépa semi ou 10, tu continues à inclure des footings ballonnés et tu continues à garder quand même un petit peu une ligne directrice trail ou t'es 100% route. Ah non, non, par exemple, hier, là, c'était un footing de 1h15 ou 1h20.
en quasiment full trail. Alors bon, j'habite en ville, donc il faut que je fasse 3 kilomètres pour trouver les premiers chemins, mais derrière, c'était 500 mètres de dénivelé à 20% de pente, tu vois. Donc c'est quand même raide, c'est technique, mais je prends énormément de plaisir à faire ça. Moi, ça me fait du volume. Et en plus, ça me permet de pas trop perdre mes qualités en descente. En montée, l'avantage, c'est comme là, en ce moment, j'ai un bon moteur, j'ai aucun problème en montée. Mais c'est vrai que quand j'ai repris le trail technique, il me manquait beaucoup en descente. Et là, j'ai récupéré mes qualités de descendeur. Donc voilà, ça me permet de garder ce lien avec le trail qui me fait beaucoup de bien dans la tête. Et au final, je pense pas que ce soit délétère pour la route. Au contraire, quand il y a des petites relances à faire, des faux plats en route, et ben, j'ai cette réserve et j'arrive en haut de la côte pas chargé et j'arrive à relancer, tu vois. Donc, Ouais, je je pense pas que vois. ce soit délétère du tout, en tout cas pas pour moi. Ce que j'allais dire, pour un profil comme Mm, toi, je pense que c'est pas délétère. Moi, pour le coup, si je m'amusais à le faire, vu que je suis beaucoup moins expérimenté sur trail, mm. j'ai déjà essayé d'ailleurs, ça fait que, bah, que tu as les jambes très très lourdes et que tu es très loin de tes allures, voire tu peux pas passer tes séances spécifiques. Donc toi, on peut voir que tu as quand même maintenant un métabolisme qui récupère très vite, qui est Mm. habitué au dénivelé positif, dénivelé négatif, et ce qui t'empêche pas d'être productif sur tes séances spécifiques sur route, c'est ça? T'as Ouais, pas forcément de gros problèmes, même si ouais. t'es fatigué, mais J'ai pas de barrière là-dessus. Après, je pense que c'est une adaptation sur le long terme qui s'est faite. biomécaniquement, tu sens pas Je de... peux descendre 1000, 2000 mètres de dénivelé sans que ça brûle, quoi, tu vois. Donc, Ok, ouais. c'est vraiment de la récup pour moi. Quand je pars en montagne, je le prends comme un footing à plat, en fait, ni plus ni moins. Ouais, ouais. Il va durer plus longtemps parce que justement, je pense que un footing d'une heure à plat, tu vois, c'est du béton, ça fait mal. Et biomécaniquement, c'est plus exigeant, peut-être, enfin pour moi, Ouais. alors que je passe, en tout cas, le ressenti, c'est environ 1 heure sur route égale 1 heure et demie en montagne, tu vois. Donc, Ok, ok, ok. parce que la montagne, ça t'arrive de marcher, c'est des terrains souples, Ouais, ouais. et comme musculairement, je suis préparé, j'ai pas de problème musculairement. Ouais, c'est ce que En j'allais dire. En montagne. fait, le trail, pour moi, tu as une contrainte qui est un peu plus musculaire. Ouais. La route peut-être plus Mm. Mm. articulaire et tendineuse, voilà. Ouais, c'est ça exactement. Donc c'est vachement complémentaire à condition d'y être adapté. Ouais. Et bah, c'est vrai que je te dis, tu réponds à une question qu'on se pose très souvent. Peut-on être performant en trail et sur route? Bah, la réponse est oui. On le voit aussi avec Mathieu Blanchard et bien d'autres Ouais, bien qui sûr. se sont essayés un petit peu à la course sur route. Bah écoute, maintenant, bah, je te propose, c'est un peu moins mon domaine, justement, ça va être intéressant, de nous présenter plus ta philosophie d'entraînement en trail cette fois-ci. Comment t'organises tes futurs objectifs là en trail? Comment tu polarises un peu ton entraînement entre le volume, l'intensité, et quel type de séances on peut retrouver qui sont vraiment spécifiques au trail? Ouais. Alors comme tu dis, le trail c'est une discipline vraiment différente, je pense, de la course sur route, qui demande beaucoup d'adaptation. Globalement, les coureurs sur route sont très bons en montée. On l'a vu avec les courses verticales et les Kenyans, etc. Le problème se fait beaucoup dans les descentes. Euh, et, et donc, il y a une partie de la saison qui est consacrée au travail spécifique en descente. C'est-à-dire que tu peux monter en endurance et descendre à bloc, tu vois. Plutôt loin de l'objectif clé ou assez... Tu peux le faire, alors pas trop rapproché parce que ça casse de la fibre. Ouais, Mais l'idéal, ouais, c'est plutôt assez loin de l'objectif. Jusqu'à 3 semaines, tu peux encore faire des séances P descente. En fait, c'est intéressant d'un point de vue biomécanique, mais aussi mental, parce que la descente, c'est très mental de ouais, savoir faut s'engager. s'engager, ouais, ouais. Exactement. Et du coup, de le faire à l'entraînement, ça permet quand même, parce que du coup, l'idée, c'est de le faire vraiment à 100% à l'entraînement, d'être à bloc. Et comme ça, en course, on sait qu'on n'est jamais à 100% et d'avoir une petite marche, tu vois, ça te permet de descendre de façon plus fluide et de te préserver musculairement aussi. Le fait d'être plus fluide en descente, d'avoir de la cadence, de savoir où mettre les pieds, d'avoir un regard porté un peu plus loin, tu vois. Et ben, c'est des choses qui sont intéressantes en compétition, je pense. Après, selon ce que je prépare comme compétition, si ça va être des courses raides, des courses roulantes, la prépa va être très différente.
Globalement, j'aime bien quand même m'entraîner dans le raid parce que c'est là où je suis pas très bon. Je suis Ouais. bon sur Comme des... t'expliquais, t'as quand même toujours, bon, ça vient de ton morphotype, on est Ouais, tous différents. T'auras toujours peut-être un petit déficit de puissance par rapport à ton endurance ouais, et tes qualités aérobie. ouais, exactement. Et du coup, en fait, quand c'est des cotes bien roulantes jusqu'à 10-12%, là, je vais être efficace et très bon. Au-delà des 15%, je peux être bon sur une petite bosse, mais dès que ça va être long, Hmm. le lactique va vite monter et après, je perds en force, en endurance de force, etc. Donc ça, je sais que c'est des points d'amélioration que je vais devoir travailler. Et concernant du coup la prépa spécifique, j'ai aussi des entraînements qui sont faits avec, ça je l'ai appris par Adrien, c'est-à-dire des montées au seuil et ensuite des seuils à plat derrière. Travailler sur la pré-fatigue, savoir relancer. Ça, c'est des choses intéressantes qui m'apportent beaucoup en course et que j'aime travailler. Après, il y a les classiques séances PMA, Ouais, que autant j'aime pas la VMA en course, autant j'aime la PMA en trail parce que euh, mécaniquement c'est intéressant et ça permet pour moi de me faire débloquer quand même quelque chose dans les côtes raides. Donc là, je le fais vraiment en côte raide ok. minimum 20%. Ouais. À Et bloc, du voilà, coup, ouais, quasiment à bloc. Ça, sur quelle durée d'intervalle? ça peut être si c'est alors j'essaie d'avoir quelque chose de pas trop technique pour faire vraiment rentrer Pour en pousser compte vraiment, ouais, ouais. pour pas être trop concentré sur la partie technique mais vraiment physiologique et du coup j'essaie de faire si c'est pas trop technique 30-45 secondes parce que là je sais que je vais pouvoir pousser vraiment à bloc et si c'est un peu plus technique je vais aller chercher les 1 minute 30 2 minutes 3 minutes grand max et voilà, avec des séries, les récup peuvent se faire en descente ou en montée. En Ouais, montée en marchant ok. et en descente plus court, par exemple, des choses comme ça. C'est intéressant de les faire en montée parce que ça te permet de savoir récupérer même en montée. Parce Ouais, que voilà, tu vois, il y a une partie très raide et bah, tu vas pousser en course. Et puis ensuite, ça sera aplati. Bah, c'est bien de savoir récupérer là-dessus et de pas être toujours à bloc, quoi. Tu vois. Donc, ouais, ouais. c'est intéressant aussi de faire des récup en montée, je pense. Ok. Bah écoute, très instructif. Merci Ouais. beaucoup pour tous ces précieux conseils d'entraînement qui, je pense, pourront servir à beaucoup de nos auditeurs. Là, je te propose qu'on fasse une petite pause et puis qu'on embraye sur la suite, donc où tu vas nous présenter un petit peu ta saison à venir, tes futurs objectifs. Mm. Là, tu as un semi-marathon qui approche à grands pas, Mm. donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Ok. Je te propose maintenant qu'on refasse un petit point sur ta saison 2024. Comment est-ce que tu vas orienter tout ça? Donc moi, je t'ai suivi déjà un petit peu sur tes débuts au niveau de la route, hein, en ce début de saison. Donc tu as fait d'abord un 10 km à Villeurbanne, où bah, Mm. j'étais moi-même présent sur le semi. Donc très bonne réussite en 32 minutes 10, c'est C'est ça? ça, ouais. Et là, du coup, tu prépares le semi-marathon d'Annecy qui va avoir lieu le 14 avril. Je serai aussi sur la course, mais cette fois-ci sur le 10 km. Ouais. Et après, bah, du coup, je te laisse nous présenter un petit peu le reste de ta saison, notamment en trail. Ouais. Alors oui, comme tu l'as dit, la semi-marathon, c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire que le 10, c'était pas une course objectif, mais plutôt de préparation. Et donc, je vais essayer voilà, de faire un chrono qui, du coup, a été revu à la baisse. À la base, je pensais à une 12. Et c'est vrai qu'avec mon temps sur 10 km, j'espère me rapprocher plus des 1,10. Le sub 1,10 est envisageable, Je pense, ouais. à voir si je peux le faire. Voilà, on partira sur les bases d'une 10 et s'il m'en reste à la fin, je pense que on pourra aller chercher le sub 1,10, quoi. Et donc j'embrayais assez vite sur la saison trail parce que je fais la Sky Race des Mathésins à Grenoble qui est bien connue et là on change complètement de format, c'est-à-dire que c'est une Sky Race donc très raide avec beaucoup de dénivelé, Ok, 2000 mètres. d'accord. Ouais, et donc ça va être intéressant aussi de faire ce switch parce que c'est 3 semaines après le semi. Ouais, Donc de voir comment le corps va répondre. Je la pense qu'en transition, voilà, ouais. je pense qu'en montée ça va le faire. En descente c'est très très technique sur la première partie. Donc voir si là je suis bon.
Et Combien de distance, combien de D+, du coup, alors, globalement, ouais, il me semble que c'est autour de 25 et 2000. 25 Ah km oui, de donc 2000. là, est-ce que tu l'as choisi justement pour compenser ton déficit de puissance, pour travailler là-dessus? C'est une course de prépa ou c'est vraiment une Non, course? en fait, tout simplement, c'est encore les opportunités, tu vois. C'est Ouais, Esteban qui m'a ok, proposé de faire ça, un ami de longue date, et il m'a proposé de la faire avec lui. Et ouais. je me suis dit que c'était Bah, l'occasion. c'est challengeant pour Ouais, toi et voilà. puis c'est pas forcément une course sur laquelle tu es le plus à l'aise, Ouais, ouais, j'imagine. clairement, je suis C'est pas. bien du coup, c'est Voilà, bien. c'est ma deuxième Sky Race. J'en ai fait une en Corse l'année dernière, où j'avais plutôt bien performé. J'avais fait un 50 km la semaine d'avant, le week-end d'avant, donc Ouais, où j'avais fait ma meilleure performance en trail. Donc voilà, j'avais pas complètement récupéré, mais j'avais fait quand même une belle performance. Et, euh, et du coup, là, voilà, ça va être la prochaine échéance en trail. Et j'aimerais bien me trouver, c'est pas encore défini complètement, mais une course plus au format maratrail, c'est-à-dire entre 40 et 50 km. ouais, J'aime bien les formats avec un ratio de 500 mètres de dénivelé pour 10 km, tu vois. ouais. C'est des formats qui me Plutôt correspondent. médium, enfin, Ouais, c'est ça, c'est pas trop roulant, c'est pas trop raide. On peut courir tout le temps. Et j'aime bien parce que c'est une durée d'effort que j'aime beaucoup. ouais, C'est-à-dire que c'est du SV1, tu ça vois. correspond à tes qualités Ouais, c'est ça, aérobie. très aérobie. Et en fait, j'ai une longue résistance au seuil, que ce soit SV1 ou SV2. Et en fait, c'est là où je suis bon. En plus, j'arrive très bien à m'alimenter. Donc, voilà, ça m'a fait. Bah, c'est pour ça aussi que j'ai fait ma meilleure performance sur le 50 km de la Via Romana Ouais, c'est vrai qu'on en n'en a Corse. pas parlé. On va Ouais, faire une petite aparté quand même après sur le côté nutrition du coup en trail. ouais, Donc je te laisse finir un peu ta planif et ouais, puis ouais, tu m'expliqueras un petit peu comment tu gères ta nutrition, bah, notamment sur des formats jusqu'à 50 km. ouais. Ouais, ouais. Et bah, du coup, pour la fin de la prépa, j'aimerais bien. À la base, je voulais m'inscrire sur l'OCC, Ouais, voilà, je suis toujours un peu retardataire, donc j'ai pas eu de ça. À voir si je trouve un trail en remplacement dans les mêmes ratios. Et ensuite, j'aimerais bien faire une pause plus tôt cette année, en septembre, ouais. pour pouvoir reprendre un peu plus tôt, plutôt que de faire toujours la même chose, une pause en novembre, et puis du coup, devoir reprendre en décembre, des choses comme ça. Donc là, j'aimerais bien décaler un peu ma saison, la finir plus tôt, mais reprendre celle d'après un peu plus tôt aussi, pour peut-être arriver en forme en début d'hiver, je sais pas, et puis de faire une pause après pour la saison de trail, parce que là, tu vois, j'enchaîne la saison route, la saison de trail, et du coup faire une saison en deux temps l'année prochaine, j'aimerais bien, je pense. Ok, Voilà. ça marche. Donc là pour l'instant, t'as qu'une seule course qui est réellement calée en trail. Ouais, à laquelle je suis inscrit en tout cas. Ok, Ouais, ouais, il y a qu'une course, parce que j'attends d'avoir les des opportunités. opportunités, et puis des courses qui me donnent vraiment envie. Donc il y a Samoin, mais qui est une course très raide aussi. Donc je sais pas si j'attends de voir comment je m'en sors un peu au Mathésin, et si j'ai envie d'aller là-dessus, ou des courses plus roulantes. Mais si j'ai les copains qui me proposent des courses, ça peut vite me chauffer. Et tu vois, j'ai pas envie de partir à l'autre bout du monde non plus. Donc j'ai envie de trouver des courses dans le coin, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, comment tu vas gérer cette transition très rapide? Parce que donc tu as 3 semaines d'intervalle, tu Ouais. m'expliquais. Quel contenu tu vas mettre dans ces semaines-là? Tu vas tout de suite travailler ta puissance en boss ou enfin comment tu Ouais, vas. et ben là déjà, je l'ai un peu prévu dans le sens où je fais quand même du trail en Oui, donc tu endurance. continues, c'est ce qu'on disait, tu Voilà, continues à faire du j'ai dénivelé. jamais, ouais, voilà, j'ai pas vraiment décroché complètement. Donc ce qui va manquer, c'est les allures, enfin les qualités, quoi, donc La allures puissance en spécifiques. côte, Ouais, vraiment. voilà. Du coup là, je vais travailler du seuil en côte, et encore là, je pense que je suis bon. Il va me manquer, voilà, des seuils un peu plus longs pour travailler la résistance, l'endurance de force, Ouais, et quelques séances, si j'arrive à me caler une ou deux séances spécifiques en descente pour vraiment débloquer le cerveau, plus que avoir des adaptations physiologiques, tu vois. Plutôt vraiment me débloquer mentalement, et me mettre en confiance pour la course, ouais. ok. Ok, ok. Donc si je résume, après ta course, tu vas repartir sur une course d'environ 50 km que tu vas essayer de trouver, qui est voilà, plutôt médium Mm. en termes de dénivelé.
Et c'est là-dessus que Ouais. tu penses peut-être tendre dans les années à venir pour vraiment essayer d'augmenter ton niveau, ou tu veux augmenter la distance, ou te spécialiser vraiment sur ce format Mmh. entre 40 et 50 kilomètres? Et ben, en fait, là, ça fait quand même 2 3 ans que je reste sur le même format de course entre 1 heure et demie et 3 heures, Ouais. tu vois. Donc plus 20, 30, Ouais, c'est ouais. ça, ça dépend des dénivelés, de la technicité, etc. Mais voilà, je performe plutôt pas mal, mais je commence à voir le bout. Te lasser un petit peu peut-être Ouais, aussi. voilà, j'ai envie de quelque chose de plus challengeant peut-être pour moi. Et c'est pour ça que je me suis mis sur mon premier 50K là, l'année dernière sur la Via Romane. C'était en Corse? C'était en Corse, ouais, 50 km, 2800 mètres de dénivelé. Voilà, je fais un bon chrono qui me permet de coter à plus de 800 cote ITRA. Donc c'était ma première cote à plus de 800. J'étais vraiment content. Un travail qui avait payé, etc. Et donc là, ouais, je me vois bien faire ça pendant peut-être 2 saisons avant d'aller chercher des distances encore un peu plus longues. Je commence à penser de plus en plus à l'ultra quand même. Ah, quand même, ouais. Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup de projets en off qui sont prévus. Avec les copains, toujours, voilà, traverser de la Chartreuse, tour du lac d'Annecy par les crêtes, peut-être traverser des Aravis, des choses comme ça. C'est dans le coin, et surtout, je suis détaché du chrono, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est l'aventure en ultra. Et je sais pas si je suis encore prêt à le faire en mode compétition. J'ai envie de bien apprivoiser d'abord les formats autour de 5 6 heures avant peut-être de passer sur des formats qui s'approchent des 10 heures, tu vois. Et pourquoi pas plus tard, mais voilà, je veux y aller étape par étape. Je prends beaucoup de plaisir à. J'aime quand même beaucoup courir, et je sais que si je devais marcher une bonne partie de la course, je me sentirais sûrement frustré. Et pour l'instant, j'aime courir. Même si c'est pas hyper rapidement, j'aime me dire j'ai couru 90% de la course, tu vois. Ok, ça marche. Et du coup, à plus long terme, quels seraient tes objectifs ultimes en termes de performance? Est-ce que tu as toujours dans un coin de la tête peut-être devenir professionnel ou pas forcément? Je sais pas, te refaire accompagner. Mm. Quelle est ta démarche à ce niveau-là? Est-ce que tu as vraiment envie de repasser des caps ou pas spécialement? Et ben là, j'ai surtout envie de continuer à prendre du plaisir comme ça, parce que je dis pas que j'ai pas pris de plaisir pendant les 2 3 dernières années, mais il y avait beaucoup trop de fois où, selon moi, j'allais me forcer à courir, tu vois, et où j'avais qu'une hâte en partant, c'était de d'avoir fait l'entraînement, de l'avoir coché dans le calendrier, et basta, tu vois. Maintenant, il m'arrive de me dire, je pars 1 heure, et au final, je me retrouve à faire 1 heure et demie, 1 h 45, tu vois. Parce que parce que j'aime ça, tout simplement, je prends du plaisir, je suis plus dans le moment présent, et j'ai vraiment envie de garder ça, peu importe les chronos. Forcément, je suis quand même compétiteur, donc j'ai envie de m'améliorer, et je vais dans ce sens-là. Et je prends aussi du plaisir dans la performance. Donc, j'ai pas de courses, de chronos qui me font rêver. Oui, si ça arrive, tant mieux. Et voilà, Ouais, tu restes dans ta dynamique. Et puis de toute façon, voilà. c'est comme ça peut-être que tu y arriveras Bah, aussi. c'est comme ça que j'y suis arrivé là sur 10 km, donc Eh ben je me oui. dis pourquoi pas continuer comme ça et voir jusqu'où ça me mènera, quoi. Ok, ouais, donc t'as pas pour l'instant, je sais pas, une vision, une course sur la tête, un top 10 à tout prix sur telle course, un chrono, une ambition, pas spécialement Non, 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 bah, je l'avais sur le Trail des Allumés, tu que vois, t'as remporté du coup, que ouais. j'ai remporté. Et en fait, maintenant, j'ai pas vraiment de course voilà, qui me fait rêver. Tu vois, même l'UTMB, je le ferai un jour, Pas mais pour vraiment faire une grosse perte dessus spécialement. bah, j'ai quand même en tête le moins de 24 heures sur UTMB. Tu vois, me dire que je fasse le tour de. Ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, et j'y arriverai, je pense, un jour. Mais je veux me laisser le temps, et puis on verra comment ça va évoluer, quoi. Ok, ça marche. Super. Est-ce que t'as d'autres choses du coup à nous dire Ouais, sur... bah tu voulais peut-être parler de la nutrition C'est en ça. trail, ouais. Bah du coup, ouais, comment t'abordes la nutrition, que ce soit à l'entraînement, enfin, on va déjà y aller en 3 étapes du Ouais. coup. Dans la vie de tous les jours, premièrement, Mm. comment tu gères un peu ta nutrition. Pendant l'entraînement, pendant les compétitions et après les efforts globalement, voilà, Ouais. quelle est ta stratégie là-dessus? Eh bien, au quotidien, j'ai pas de règles. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup
enfin pas mal de troubles du comportement alimentaire dans mes premières années de pratique, surtout où voilà, je me prenais beaucoup la tête et je pensais que le poids était quasiment le seul facteur de performance. Et voilà, disclaimer, ça ne l'est pas. J'ai eu la chance de contre-performer en étant trop léger. Bien sûr, c'est un Euh, gros problème, ça. Tu ouais, fais bien de le souligner parce qu'il y a beaucoup trop de coureurs qui se privent, moi-même je l'ai fait aussi, hein, voilà. qui se privent de glucides de manière chronique, baisse d'énergie, sommeil perturbé, troubles de l'humeur sur entraînement, blessure. Ouais, Il faut vraiment trouver son poids de forme et ouais, tu fais ouais. bien de le souligner. Et en fait, voilà, comme j'ai dit, j'ai eu cette chance de sous-performer qui m'a fait me remettre en question. Je pense que si j'avais performé, je serais allé encore plus loin Ouais, dans dans ce cette, trouble-là. ouais, voilà. Et donc, voilà, ça a continué un petit peu avec des crises de boulimie et ensuite de dénutrition, des choses comme ça. Et, euh, et au final, bon, j'en suis sorti tout seul en essayant de reprendre de façon plus structurée une alimentation saine, etc. Et là, depuis peu, je suis vraiment zéro prise de tête. C'est-à-dire que tu vois, là, j'avais une séance clé. C'était Croziflet ce midi. Euh, 2 jours avant Villeurbanne, j'ai fait une grosse tartiflette, enfin une grosse raclette avec les copains. Si l'occasion se présente, je me fais plaisir. Je- donc je mange principalement végétarien pour des Raison raisons éthique, ouais. éthiques, écologiques et bien-être animal. Ça m'arrive très rarement de manger de la viande et du poisson, c'est pour ça que je dis principalement, mais ça m'arrive. Et j'écoute beaucoup mon corps, c'est-à-dire si j'ai faim, je mange, si j'ai pas faim, je mange pas. J'ai tendance à manger un petit peu plus peut-être que ma faim pour être sûr d'avoir C'est suffisamment de important. Vaut mieux calories. ça que l'inverse. C'est Ouais, hyper vaut mieux ça que important. l'inverse, c'est pour ça que je le fais. Au maximum d'aliments bruts, j'essaie de pas trop Ouais. manger de Trop choses de transformé, ouais. transformées. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai aucun mal à manger du fromage, des choses grasses, tu vois, et même des cookies s'ils sont faits maison, j'ai aucun Bien mal. sûr. Enfin, tu vois, Bien sûr. je culpabiliserai jamais avec ça. Et c'est pareil pour des choses qu'on pourrait dire comme mauvaises pour la santé, comme l'alcool. Des fois, on se fait un verre de vin avec les colocs. J'ai aucun problème avec ça tant que c'est ponctuel. Il y Bien a sûr. aucun vice. Pour Et moi, la ça participe à toxicité, la santé mentale surtout, ouais, c'est exactement ça en qu'on fait. oublie trop souvent. C'est que je pense qu'on se donne assez de mal à l'entraînement pour se donner encore plus de mal dans l'assiette. Et du coup, il faut trouver du plaisir quand même quelque Ouais. part. Et pour ce que tu vas gagner, si ça te détruit mentalement, si tu gagnes 0,1% de performance, et encore, Et encore, bah, moi, j'y crois plus du tout, hein, clairement, moi mais maintenant, je suis dans ce truc du si t'arrives que t'es bien avec toi-même au départ de la c'est plus course, ça qui que compte. t'as pas pioché mentalement justement dans la nutrition, Ouais. et ben tu vas avoir cette recharge mentale en plus que tu vas pouvoir mettre dans Bien l'effort. sûr. Puis on le voit même à très haut niveau, hein. Je sais Ouais, pas, les frères Ingebrigtsen, par exemple, ouais, j'ai suivi un peu leur série. Ben, ils boivent du soda, ils mangent des barres chocolatées, bien sûr. etc. Au Kenya, c'est pareil, c'est beaucoup de soda. Ouais. Moi Ça n'empêche, c'est les meilleurs coureurs de la planète. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête avec ça et non. que il faut manger suffisamment surtout. Il faut quand même manger, apporter les bons nutriments, donc fruits, légumes, mais derrière, ça n'empêche pas de se manger son bout de fromage tous les jours, de rajouter de l'huile, du gras, du Mais je pense sucre. que c'est même essentiel, hein, et Ouais, bien sûr. notamment plus tu allonges la distance, hein. C'est Ouais, 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 et puis plus tu t'entraînes, plus il faut manger, quoi. C'est le nombre de calories que tu brûles, le nombre de calories que tu ingères. Et au final, j'ai remarqué que peu importe ce que je mangeais, je restais sur un poids stable qui, je pense, du coup, est mon, poids de mon poids de forme. forme parce que même en mangeant un peu plus, je reste sur le même poids, un poids très stable qui varie de quelques centaines de grammes, mais 3 fois rien. Et des Ouais, fois, bien sûr. il suffit d'un peu de déshydratation et tu perds 300 grammes, tu vois. C'est pas ça tu sais jamais si c'est la nourriture qui fait ou un autre facteur. Ouais. Voilà. Donc en fait, voilà, je me prends plus la tête sur la nutrition. Au contraire, je m'écoute beaucoup et si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas. Si j'ai envie d'un burger, je prends un burger. Si j'ai envie d'une salade composée, je prends une salade composée, tu vois.
Très intéressant. Voilà. Ça confirme ce que je pensais aussi, puis on a fait les mêmes erreurs à peu près au même moment, je Mmh. pense. Ouais, Sans même le savoir du coup, parce c'est que je ça. savais pas que tu avais aussi vécu ce trouble-là, Ouais. qui moi aussi, ouais, je pesais tout ce que je mangeais, enfin bref. Ouais, bah, ouais, j'ai fait ça aussi, J'étais vraiment dans une ouais. optique aussi de perte de poids à tout prix. Je pense pas que ça serve à grand-chose. On l'a encore prouvé, hein, l'un Bien comme sûr. l'autre. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes concernées par les Oh TCA oui, qui c'est pour ça l'admettent que j'en pas. parle. Ouais, C'est très très répandu. fréquent. Ouais, surtout chez les athlètes d'endurance et donc c'est bien d'en parler, de le mettre en lumière Ah pour bien que sûr. et il y a aussi des sites, notamment de la FFA, qui justement ont des questionnaires pour justement savoir si tu es atteint ou pas des troubles du comportement alimentaire. Et je pense que plus d'un serait surpris Ouais, d'avoir ouais, ouais. à ce questionnaire, et ça permet de se remettre en question et de revoir ses priorités, quoi. Et du coup, merci pour ta présentation donc concernant la nutrition au quotidien. Mm, On va maintenant s'intéresser au sujet de pendant les efforts, mm. comment est-ce que tu gères la nutrition? Ça, c'est pareil, on s'y perd, hein, on entend un peu tout et n'importe quoi. Il y a énormément de produits disponibles sur le marché. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment tu gères toi cet aspect-là? Ouais. Alors, je pense pas pendant la course être le meilleur exemple. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de protocole et j'essaie de manger. Je calcule pas les glucides, nombre de glucides par heure, par exemple. J'essaie de manger au maximum tout en préservant mon estomac. Et à partir de ce moment-là, je fluctue avec du coup ma forme, ma fatigue. Forcément, plus je rentre dans la course et plus je vais me forcer à manger. Au début, c'est facile, Bah t'y oui, penses. t'as presque pas l'impression d'en avoir besoin au début, mais Ouais, t'es encore lucide pour te dire je dois c'est prendre. ça. Et après 2, 3 heures de course au seuil, t'as Ouais. plus cette lucidité. Et là, du coup, je vais me forcer à Là, manger. c'est l'inverse. T'en as besoin, mais ton cerveau, Ouais, il n'est plus conscient. exactement. Et donc, j'essaie de les prendre par la boisson parce que c'est quand même ce qui passe le En mieux. liquide, ouais. Voilà. Et beaucoup de. Alors, j'essaie de trouver des gels qui passent bien. C'est difficile de trouver des gels à indice glycémique bas. Donc en fait, bah, je prends des gels parce que quand tu es au seuil, des fois, c'est difficile de manger. Tu es obligé de vraiment ralentir. Et par contre, ce qui est très intéressant en trail, c'est que globalement, j'essaie de manger que en côte. Parce que l'estomac est pas remué, contrairement au plat et à la descente. Et je peux ne pas perdre de temps à marcher et à manger, tu vois. Et donc là, la digestion Intéressant, ouais. est Ça, c'est géniale. un bon tips, ouais. Ouais. Et donc c'est justement Adrien qui me l'avait donné. Et c'est vrai que ça marche d'enfer, quoi. Enfin, Ouais, tu, c'est... tu digères très rapidement. Et tu vois, j'en prends toujours un gel peut-être 2 minutes avant la fin de la côte. Comme ça, j'ai le temps de Assimilé, tranquille. l'assimiler tranquillement, peut-être même 5 minutes. Et puis, j'en ai assez pour toute la descente parce que les descentes, c'est peu de temps comparé à la montée. Donc, en fait, globalement, voilà, j'arrive à tenir toute la descente avec un gel. Et puis, dès que ça remonte, j'en reprends un au début, un au milieu si la montée est longue, et puis un à la Ok. fin. T'as quand même, grosso modo, un timing. Tu te dis, bon, bah, je sais pas, toutes les Ouais, 30 minutes, j'en prends un. Grosso modo, ouais, exactement. Selon le temps de course. Si c'est 2 heures, bon, bah, je sais que j'ai pas besoin d'en prendre toutes les 20 minutes. Si c'est 5 heures comme la Via Romana, là, il y a aussi les ravitaillements qui rythment parce que, bon, bah, là, par exemple, j'avais tu pas la t'en chance. sers aussi des ravitaillements Ouais, sur course. Tu ouais, t'arrêtes un peu. ouais, bah, en fait, déjà, je fais le plein d'eau. Oui, mais ça, Donc, t'as pas trop le choix. oui, Tu vas j'ai pas pas le choix. courir avec 2 litres d'eau. Et puis, j'ai jamais eu si, j'ai eu quelques ravitaillements sur une course, mais c'est très rare. Donc en fait, mon ravitaillement, je le gère tout seul. Oui, t'as pas Ouais, j'ai d'assistance. pas d'assistance, exactement. Et donc il y a aussi ça, et je peux pas ramener 1 kilo de bouffe non plus, tu vois. Ouais. Donc je prends ce que je peux, et puis je complémente avec ce qu'il y a sur les ravitaillements. J'ai la chance d'avoir un estomac solide, donc globalement, tout passe. J'essaie de prendre beaucoup de salé au ravitaillement. Ah, Euh, donc tu manges du solide quand même sur des courses de 50 ouais, kilomètres. sur 50 kilomètres, je vais manger du solide, des trucs Ok, ok. qui passent très bien. C'est léger, c'est très salé. Ce que tu trouves sur les ravitaillements. Sur les ravitaillements, ouais. Et puis,
s'il y a des bananes, tu vois, Ouais. Donc dans ce t'acceptes de t'arrêter par contre. ouais, bah après, Très peu de temps. Enfin, ouais, ça va tu être. décélères un En peu. fait, je vais prendre souvent dans ma main, donc je m'arrête pour la boisson, par contre, que je remets, et ensuite je prends dans ma main et je monte en. Comme c'est souvent les ravitaillements sont à des points stratégiques, c'est-à-dire en bas d'une montée ou en haut, et ben je marche 10 mètres, je mange. Si En c'est une mangeant. montée, Ouais. ben là je prends le temps et puis voilà quoi. Ok, Et ça donc en marche. fait, je vais perdre 20 secondes à un ravitaillement, Ouais. Et mais puis tu les reprends après je les parce que reprends t'es après. plus en forme et puis t'as Bien sûr, l'énergie. bien sûr. Ok, Donc voilà. super intéressant. Et c'est toujours les mêmes produits que tu utilises ou t'as fait plein de tests sur les gels et bon, Ouais, sans bah, trop citer de marque, mais ouais. voilà, est-ce que t'as des préférences où tu changes tout le temps, t'as pas encore trouvé ta recette, enfin, Et ben, je change beaucoup. J'avoue que ouais, le prix joue pas mal parce que bah ouais, 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 sans citer Morten, ils sont chers. Ils sont géniaux, leur gel, mais ouais, à 4,90 € le gel. ouais. Voilà, si t'en prends 10, ça commence à faire cher la course. Mais du coup, non, j'essaie de trouver des marques avec qui ça passe bien, qui sont pas trop chères. Et puis sur les vraies courses objectifs, là, je vais mettre le budget, tu vois. Euh, mais globalement, j'ai la chance que tout passe, quoi. Ok, ouais, donc Donc, t'as testé plusieurs marques et ouais, t'as pas eu de ouais. troubles de Même en reflux, boisson quoi. d'effort, je peux tout prendre. Ok, Après, c'est aussi des goûts, tu vois. Il y a des trucs que j'aime bien manger, d'autres pas, et donc je reprends pas si j'aime pas, quoi. ok. Mais Ça, voilà. ça, c'est une chance, ouais, 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 c'est une t'es chance. plutôt solide à ce niveau-là. Mm. Ok. Et ben du coup, on va parler brièvement de l'aspect après justement un gros trail comme ça. Est-ce que tu as une petite stratégie nutritionnelle juste après la course et puis dans la semaine qui précède l'événement, comment tu gères ça? Mm. Tu renforces un peu en protéines ou pas spécialement? Tu te laisses guider un peu par tes envies Bah, globalement, après chaque entraînement intense, j'essaie de vraiment avoir assez de protéines. Ouais, Mais après une compétition, j'ai pas envie de me prendre la tête. ouais, 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 Globalement, tu vois, comme je me fais plaisir, ça va être burger ou pizza. Les protéines sont là. Il y a du fromage, il y a tout ce qu'il faut, l'huile d'olive, enfin, tu vois. Du coup, Euh, burger vegan, j'imagine que tu prends ou? ouais, bah, s'il y a l'option végé ou vegan, je prends. Ok. Sinon, je vais choisir un très bon resto où je sais que la viande est de qualité Ouais, ouais, ouais. et locale si possible, tu vois. Ok. Et du coup, Donc, ça m'intéresse, tes sources de protéines végétales, qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu consommes? ouais, alors je suis principalement végétarien, donc il n'y a pas que du végétal. Ouais, J'ai donc beaucoup les œufs. les œufs, Ouais. les produits laitiers qui Ouais. m'apportent, je pense, la principale source de protéines. Ok. Et, euh, et ensuite, ça va être légumineuses et oléagineux, donc les fruits à coque, Ouais. amandes, noix de cajou, beaucoup de peanut butter aussi que j'aime beaucoup. Ok. Et, euh, et voilà, après lentilles, haricots, pois. Ok. Tout ce qui a des protéines soja aussi, Ouais. soja texturé, voilà, des steaks soja. J'essaie de me mettre au tofu aussi, qui est bien Ok. protéiné. Ouais. Ouais, ouais. J'ai un peu plus de mal avec la texture, mais cuisiner maintenant ça va. Donc Ok. voilà, je complémente un peu comme ça, je calcule pas, j'essaie d'en manger tant que je peux en manger. Et puis globalement, aucun problème de récupération en ce moment, aucun problème de fatigue. Donc Ok. voilà. Ça marche. Bah justement, tu fais bien la transition. Mm. On va essayer d'être bref, mais on va quand même en parler parce qu'on n'en a pas parlé. Tes stratégies de récup au quotidien, est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'outils, que ce soit donc la cryo, les massages, etc., etc., ou est-ce que tu restes vraiment sur tes fondamentaux, hydratation, nutrition, sommeil? Mm. Comment tu gères un peu tout ça? Et, moi, je suis très basique et très sur les méthodes un peu naturelles, tu vois, qui ne Ouais. demandent pas trop d'énergie, mais qui ont beaucoup de bienfaits. Ouais. En premier, je dirais le sommeil. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de dormir beaucoup, c'est-à-dire que je peux dormir 6h30, 7 heures, je vais pas me sentir fatigué. Par contre, je m'en rends compte maintenant en dormant plus que je récupérais pas assez, ou Ouais. pas assez vite. C'est-à-dire, je me sens pas fatigué, mais je suis pas aussi Mais pas frais au top au bout de. nerveusement. Ouais. Ouais, exactement, nerveusement, musculairement, etc. Je récupérais pas assez en dormant 6h30, 7 heures. Donc maintenant, je suis plus autour des 8 heures, des fois même 9 heures. Et ça fait une grande différence pour moi. Je me couche à 22h30, 23h.
ce qui fait que ça me fait des bonnes nuits de sommeil qualitatives. Donc voilà, je suis rythmé aussi. Même les week-ends, je me réveille à 7h, 7h30 naturellement. Ce qui fait que j'ai quand même une continuité dans mes semaines qui, je pense, est valorisée en termes de récupération. Ok. Et, et après, le deuxième point, c'est nutrition et hydratation. C'est un Ouais, beau ouais, donc combo. les trois piliers, ouais. Voilà, on en a parlé déjà. Ouais, Et maintenant, j'essaie d'incorporer un peu d'automassage avec les rouleaux. ouais, Voilà, je trouve de l'intérêt. Et puis là, j'ai eu quelques pépins des tensions parce que justement, je faisais beaucoup de kilomètres et avec les séances sur route qui font mal. Et en fait, j'ai mis un peu d'assouplissement le soir. ouais, Et mobilité, assouplissement, ouais, pas tellement mobilité, mais vraiment assouplissement, c'est-à-dire sur à long terme, mais avec une tension vraiment soutenable, ok, léger, mais sur des 2 minutes, tu vois, par groupe. Et ça me fait du bien, ça me détend, ça me permet aussi de me préparer au sommeil, parce que je sais que ouais, quand ça arrive, le sommeil vient après. petite routine, ouais. Ouais, exactement. Et voilà, ça me prend 5-10 minutes, ça me fait du bien, et je sens quand même des bénéfices en termes de récupération, notamment avec l'automassage qui me fait vraiment beaucoup de bien au Ok. niveau des Et que tensions. tu pratiques depuis un moment, parce que Mm. te connaissais déjà à l'époque, dans tes débuts, tu avais déjà un rouleau, Ouais, on l'a j'avais un acheté à rouleau. peu près en même temps, Ouais, mais ouais, ça fait longtemps. J'ai eu des périodes où je le faisais un peu, assidûment et ouais, d'autres un peu moins. En ce moment, je le refais parce que justement, je fais t'en ressens beaucoup. le besoin. Ouais, j'en ressens le besoin. Voilà, je joue beaucoup au besoin. Et l'hydratation aussi, je m'hydrate beaucoup. Donc voilà, surtout après les efforts et un peu tout au long de la journée, quoi. Ok. Dernière petite question sur le sujet. Est-ce que tu es suivi encore par kiné, ostéopathe? Est-ce que tu y vas régulièrement ou pas Euh, spécialement? non, bah si j'ai pas de tension, là, j'y suis allé un peu pour voir qui me donne un protocole, tu vois, parce que Oui, j'avais un pour. début d'essuie-glace, j'ai eu aussi une contracture, et en fait, j'ai de la chance de guérir rapidement et de récupérer rapidement. Donc en fait, ça s'est très vite réglé. Ouais. J'ai vu 2 fois un kiné et c'est tout. Et non, sinon j'en vois pas. Je m'écoute beaucoup, donc en fait, la plupart de mes problèmes, de mes gènes, se résout très vite en fait. Ouais. Ok. Parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour sur l'aspect du coup alimentation, récupération. Mhm. Alors on va maintenant aborder un sujet. C'est vrai que je t'ai suivi récemment et j'ai vu que tu t'étais cam runner du coup. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc c'est notamment pour la chaîne TV8 Mont Blanc. J'aimerais voilà connaître un petit peu quelles sont les spécificités de cette activité et comment t'as découvert ça, comment t'as eu cette opportunité. Ouais, alors en fait, j'ai eu l'opportunité via le centre de formation dont j'ai parlé précédemment, Annecy Trail Running, Ouais. où en fait, Scott, le sponsor du centre de formation, sponsorisait aussi la course de la Pyramenta été. Ok. Et il recherchait un cam runner. Et c'est là que j'ai été mis en contact avec TV8 Mont Blanc, qui du coup je me suis proposé de filmer. Et voilà, ils ont été contents de mon travail. Et c'est là où j'ai intégré un peu cette activité en plus du coup de mes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je fais des études d'ingénieur. Voilà, Oui. là je suis en stage de fin d'études et du coup j'ai intégré ça en plus parce que voilà, je cours derrière les meilleurs athlètes français et mondiaux, donc moi ça me plaît et c'est rémunéré, c'est tout bénef quoi. Et donc pour les spécificités, en fait, il s'agit juste entre guillemets, de suivre la tête de course, masculine et féminine, avec le dispositif qu'on a, c'est un stabilisateur Ok. euh, plus un iPhone. Ouais. Et donc, en plus de ça, on est relié à un serveur Discord où il y a la régie du coup qui nous informe un peu de comment se déroule la course, Ok. qu'est-ce qu'il faut filmer. Et ils diffusent vos images en En direct? direct sur la télé, voilà. Et donc, c'est du direct, c'est sympa. Le but, c'est donc il y a un plan de course, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à suivre la course. Comme là, par exemple, dimanche,
où je vais à Buis-les-Baronnies pour filmer les championnats de France de trail longue distance. Et on est divisé donc par secteur et il faut suivre du coup les coureurs le plus longtemps possible sur notre secteur. La tête Ok, de donc ça te course, fait un entraînement à part entière. Tu ouais, le ouais, prends comme ouais. une séance presque spécifique. Du coup, Trail t'es complètement, ouais. obligé de relancer fort en Ah bah, bosse et de de toute vraiment. façon, même là, sur des longues distances comme ça, moi je suis quasiment à bloc, quoi, parce que Ah il y a ben, vraiment un gros écart de niveau entre les athlètes internationaux et moi, forcément. Donc j'ai un niveau suffisant pour les suivre sur une portion, ce qui est ce qui, déjà remarquable, hein, ce déjà. qui, ce qui me permet quand même d'exercer. Et l'avantage, c'est que j'ai pas non plus leur niveau parce que sinon je serais sur la course, quoi. Donc voilà, je me retrouve bien là-dedans, je prends beaucoup de plaisir et puis c'est satisfaisant aussi de suivre la tête de course, voir comment ils arrivent à gérer une course, dans quels états ils peuvent se mettre aussi en fin de course. Et ça, j'aime beaucoup. Tu Ouais, dois apprendre beaucoup, ouais, sur le comportement des athlètes. ouais, exactement. Comment ça se passe devant la course, parce que quand on est dans la course, on les suit pas bien longtemps, donc on sait pas comment Ouais. ça se passe et donc là, ouais, c'est vraiment instructif comme métier, en tout cas pour moi. Et puis voilà, je prends beaucoup de plaisir. Ok. Ben justement, est-ce que tu as une anecdote à nous partager, ton meilleur moment depuis que t'es camrunner, le moment qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus fait vibrer sur une course? Ouais, et ben c'était il y a pas si longtemps que ça, sur le trail du Mont Ventoux. Il me semble que c'était il y a 3 semaines, une semaine avant Villeurbanne, Ok. justement. Et j'allais filmer là-bas, donc c'est une course bien réputée autour du Mont Ventoux. Et sur cette course étaient alignés deux athlètes internationaux français, Thibaut Garivier et Thomas Cardin. Et donc moi j'étais chargé de les suivre sur les 5 derniers kilomètres de course. Et Quel format c'était? c'était 40 kilomètres avec 2000 mètres de Ouais, donc dénivelé. ça va très vite, hein, déjà à Et, 40. et ben oui, voilà. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit la fin de course, qu'ils aillent moins vite. Sauf qu'ils sont arrivés à deux. Et là, je me suis dit, OK, ça va être la guerre pour savoir qui allait gagner. Et en fait, c'était impressionnant comment ils étaient à bloc du début à la fin, avec capot grand ouvert. Et tu avais l'impression qu'il leur restait 300 mètres à parcourir alors qu'il leur restait 5 km. On descendait à 21 km/h sur les faux plats descendants en chemin. Et Et là, t'arrivais à descendre avec le stabilisateur et et ben, tout? du coup, j'étais clairement à bloc. Des fois, Et ils me t'étais disent, derrière ou devant? j'étais derrière, ouais, parce que devant, C'est j'arrivais, quasiment c'est impossible, ouais, impossible. parce qu'il faut mettre les. Ouais, Ouais, voilà, donc j'y arrive quand ça va moins vite ou ouais, ouais. avec les féminines notamment, j'arrive à les filmer de devant. Mais là, clairement, j'étais à bloc, j'arrivais pas à suivre. Pour te dire, même le VTT électrique a pas suivi parce que il y avait des parties techniques et donc il arrivait plus à suivre, quoi. Il y avait trop de boue des fois, Et t'es etc. allé au bout des 5 bandes, Et je du suis coup? allé au bout des 5 bornes et donc j'ai réussi à les suivre. J'étais hyper content parce que il y avait eu des problèmes de réseau pendant toute la course, ce qui fait qu'on n'a pas trop réussi à suivre. On savait pas comment ça se passait. Ah, t'avais pas la régie. Et ben j'avais la régie et justement il me disait, putain, on n'y arrive pas, Hugo, faut que tu tiennes et tout. Et puis les images étaient diffusées. Et en direct, ouais, mes images étaient diffusées en direct, donc j'avais cette pression-là et c'était génial. Et j'arrivais à les rattraper sur les parties un peu plus techniques et dès que c'était roulant, ils allaient vraiment trop vite, donc je me faisais distancer et ça faisait un peu l'accordéon comme ça. Et il y a vraiment la dernière bosse sur 40 mètres de dénivelé où ils m'ont fait complètement péter. Heureusement, j'ai pu couper. Je connaissais, moi j'ai le droit, Ouais, bah oui. voilà. Bah Donc t'as pas le choix, au moment, je ouais, pense. donc j'ai coupé pour récupérer sur les 100 derniers mètres et j'ai pu suivre tous les deux. Il y a Thomas Cardin qui a mis une attaque bien franche Il a gagné, du et coup? il a gagné au sprint, voilà, sur les 200 derniers mètres. Et c'était vraiment magique et j'ai beaucoup appris sur à quel point ils peuvent se mettre dans le mal aussi. Ouais, ouais. Voilà. Ok, bah super. Ouais, Merci beaucoup. de rien. Bah écoute, je te propose de conclure tout doucement le podcast. Alors j'aime bien te poser une question, c'est quel était ton pire souvenir de course et aussi ton meilleur souvenir? Et ensuite, bah tu donneras un petit peu tes enseignements à nos auditeurs. Ouais. Pour commencer par le négatif, mon pire souvenir, je pense que c'était les championnats de France de course en montagne, les seuls que j'ai fait d'ailleurs.
a super d'évoluer. Alors, je me souviens plus exactement de l'année, c'était avant le Covid. On y était parti avec Esteban et en fait, c'était dans notre période où on a eu des troubles du comportement alimentaire, où on était trop strict avec nous aussi sur l'entraînement, des choses comme ça. Et c'est là où j'ai fait ma fameuse contre-performance. Et en fait, j'étais pas là, j'ai pris aucun plaisir de la course et en fait, c'était une accumulation de tout. Je suis arrivé, j'avais pas envie c'était un gros apprentissage pour moi parce que c'est à partir de ce moment-là où je me suis remis en question et que j'ai remis tout l'entraînement en perspective et mes priorités dans la vie. Ok, Et c'était en quelle année ça du coup il que... me semble que c'était 2018 ou 2019. Ok, Ouais. Vraiment avant le Covid. presque ouais, avant le Covid. Ouais, c'est ça. Et en fait, Là, ça ouais, tombait bien du coup le Covid, j'imagine, la remise en question après pendant cette ouais, période. exactement, ouais, où j'ai pu faire un vrai break Ouais. et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin des compétitions pour être heureux, que j'aimais l'entraînement pour l'entraînement, pour juste me voir progresser, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, voilà, donc ça c'était clairement mon pire moment de course. C'était cool de le partager avec Esteban, mais même lui avait pas fait la performance qu'il espérait. Ok. Et C'était comment ça s'était passé exactement? Enfin, t'étais... Ouais, bon, en fait, je suis arrivé, donc pas l'envie au départ, beaucoup Ouais. de stress parce que je m'étais beaucoup mis de pression avec l'alimentation, avec l'entraînement, tu vois, et puis j'avais pas des bonnes sensations à l'entraînement forcément parce que j'étais en dénutrition et voilà quoi, tout ce qui va avec, la pression à l'entraînement te fait mettre de la pression au départ de la course, alors que j'avais pas du tout le niveau pour prétendre à quoi que ce soit, hein, même un top 10 par catégorie, mais je m'étais mis quand même une pression. Et donc la course est partie, je me suis vite rendu compte que j'avais pas d'énergie. Je suis arrivé là-haut, je devais marcher sur le plat et en descente, j'avançais pas, je faisais que me faire doubler. Au final, je suis arrivé dans le dernier tiers de la course, tu vois, parce que bon, ça reste des championnats de France, mais Ouais. j'étais vraiment, Gros déficit énergétique. Enfin, ouais, ouais. j'étais pas là. Et puis je suis arrivé, j'étais juste heureux que ça se termine et de plus parler de ça, j'ai fait une coupure après, j'en pouvais plus, quoi. Donc voilà mon pire moment de course. Pour être un peu plus positif, mon meilleur moment de course, qui en fait est ma victoire au Trail des Allumés. Je m'en doutais un peu, ouais. Ouais. Et Déçu de d'une ne pas part, pouvoir être là. Ouais. ouais, Dommage. d'une part parce que je m'y attendais pas trop. C'est ma première, pour moi, vraie course de trail. C'est un trail de 16 kilomètres maintenant avec donc roulant 350 mètres de dénivelé, qui est connu quand même pour être boueux. Ah, il y avait que ça. Là, ça me paraissait beaucoup à l'époque. Ouais, Que ça, 350. ouais, mais c'est pas Ah si. ouais, ouais, ok. Maintenant qu'on habite en montagne, c'est Ouais, c'est ridicule. ça. Mais, euh, mais oui, en effet, et donc j'ai progressé d'année en année, 1h15, 1h30, 1h15, 1h08. Il y a du coup le moment où j'ai stagné, là où j'en ai parlé, 1h08 encore une fois, 1h04. Et là, une course qui se passe hyper bien, 1h et 12 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Où en fait, du coup, je pars, je prends la tête, j'étais hyper bien. C'était la première période Dès le où, début, t'as pris la tête ouais, dès le début, j'ai pris dans le la tête. village, là, direct. Ouais. Ok. En fait, je suis parti en troisième ligne parce que je me sentais pas légitime. Il y Il y, a- avait qui, du coup, il sur y la avait course? du coup Jean-Jacques Trogneux qui est quand même un très bon coureur en, je sais pas combien il est sur 10 kilomètres, Ben là, il est comme toi, presque, mais hein, 31, 32. Donc ouais, maintenant, vous êtes... il avait fait 30, 31, autour de 31-10 il est en 31, ouais. sur les championnats de France. Il avait fait troisième de sa catégorie. Et puis, tu vois, il était en forme, tout ça. Je me suis dit, il n'y a aucune chance que je batte un mec comme ça. À ce moment-là, j'étais en 34 minutes au 10 kilomètres. Donc, voilà, il y avait aussi Luc Desmarais, qui est un très bon crossman, et puis qui est Triathlète aussi. triathlète à la base, mais qui, à ce moment-là, faisait des crosses. Et, et puis, il y avait les frères Gédéon, qui sont bien connus chez nous aussi, Hmm. qui sont des jumeaux qui tournent très bien, qui m'avaient battu sur toutes les courses jusque-là. Ok. Et en fait, Il on n'y se avait retrouve. pas Brahim cette année-là, je crois. Non,
Non, non, non. Mais voilà, je fais donc on part à 6 en tête, 6 ou 7 en tête, ou il me semble qu'au 12e kilomètre, on est toujours à 6, le deuxième sur 16. Donc j'ai pris la tête de course sur, je pense, les deux tiers de la course. J'étais vraiment bien, j'assumais, je souffrais un peu dans les montées, mais sur les parties relance à plat en descente, j'étais mieux que les autres. Et Donc c'est Jean-Jacques qui était derrière toi ou il y avait... ouais, ben en fait, on était à 6, donc il y avait tous ceux dont je t'ai parlé. Et, euh, et ensuite, arrivé le 12e, il y en a qui ont commencé à lâcher un peu de terrain. Jean-Jacques aussi, je crois qu'il a lâché, il finit quatrième. Et en fait, on se retrouve à 3 du coup avec les deux jumeaux, les deux frères Gédéon. Et là, il y en a un qui lâche à 2 kilomètres de l'arrivée. On se retrouve donc à 2 devant. Et là, on arrive en bas de la dernière côte et ensuite on redescend sur le village. C'est une petite côte de 50 mètres de dénivelé, mais qui est en fait assez raide et je Ouais. crois que c'est du 12%. Et puis surtout, elle est en herbe boueuse souvent. Ils ont changé le parcours par rapport à celui que j'ai fait, parce que moi je me souviens que c'était une arrivée en descente, Oui, c'est une une arrivée en énorme descente, descente. mais il y a une dernière montée Juste avant, avant de ouais, je me voilà. rappelle. Et donc on arrive en bas de cette montée, et là on sait très bien tous les deux que c'est celui qui arrive en haut de la montée en premier qui gagnera. Et donc je lâche les chevaux. À ce moment-là, je regardais rien du tout, hein, mais Tu verrouilles le cerveau et puis ouais, j'ai regardé à posteriori, j'étais à plus de 200 au cardio, et on se fait la montée en fait à 16 km/h de moyenne sur 12% du coup. Et donc là, je regarde pas derrière moi, mais je sens plus son souffle. Donc je me dis, ok, c'est bon, j'ai fait le trou, il y avait, je crois, 5 mètres. Et je finis en descente à 22 km/h. Et je finis avec 7 secondes d'avance, il me semble. Voilà. Donc dans un très bon chrono, puisque c'est le record de course, même avec des bonnes pointures comme Antoine Lebec ou des choses comme ça. Je finis à ce moment-là avec un meilleur temps, donc c'est toujours un peu difficile entre elles de comparer les chronos, mais ouais, 1 heure, c'était toujours ça, à peu près ouais, dans il a ces dû faire, eaux-là, 1h1, 1h2, ouais, c'est 1h... ça. Et donc Ouais, là, donc là, 1h0, j'avais jamais, ouais, non, je ouais, trouve que c'était le plus rapide, ouais, hein. ouais, ouais, bah là, à 30 secondes près, j'avais Tu, battu du coup le temps d'Antoine Lebec et on putain, c'est finit, dingue parce que on sur finit en route, 30 secondes sur le podium, ouais. comme quoi t'étais très 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 fort en montée parce que Ouais, sur route, il est monstrueux, Antoine Lebec, hein. ouais, ouais, bien sûr, ouais, il est Bah, sur presque 3000, 29 quelque chose en plus sur le 10, hein. ah oui, oui, il a fait les 29, sur 3000, je sais qu'il est en, en 8 minutes 10, quelque chose Ouais, comme c'est ça. dingue, hein, la faculté que t'as en montée, hein. Ouais, bah en fait, c'est C'est la montée et la incroyable. descente aussi, C'est les deux, incroyable. ouais, les deux. Donc voilà, et en plus, il y avait toute la famille, ma copine, les copains, à l'arrivée. Enfin bref, c'était Ouais, c'était magique, quoi. incroyable. Ouais, c'était vraiment magique. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour conclure, du coup, quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs, s'il y avait un conseil que tu pourrais leur donner qui te définirait un petit peu, qu'est-ce que ce serait? Ouais, je dirais, avec mon passif, du coup, de pas se prendre la tête. Et c'est un peu bateau, mais de trouver son why, tu vois. Ah De, ouais, bah c'est hyper important, ouais. de savoir pourquoi tu cours, qu'est-ce qui te fait plaisir dans le sport que tu fais. Ça, c'est pas forcément la course, hein, ça peut être le vélo, la randonnée, l'escalade. Et du coup, continuer dans cette voie-là. Et après, si tu cherches les résultats, ils vont venir d'eux-mêmes, je pense. Si tu prends du plaisir dans ta pratique, après, tu vas faire plus d'heures, tu vas progresser tout de suite, et puis tu vas vouloir aller chercher plus loin, mais de trouver vraiment ce qui t'anime, ça te permet d'avoir une pratique raisonnée, je pense. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Bah écoute, avant dernière, du coup, c'est pas une question, ça va être plus une affirmation de ta part. Est-ce que tu aurais une citation à nous présenter qui te définirait un petit peu toi en tant que personne par rapport aussi à ta philosophie de vie et puis Ouais. ton parcours Ouais, sportif? c'est ça, c'est plus un leitmotiv, mais de un peu carpe diem, tu vois, cueillir l'instant présent. Euh, c'est vivre dans le moment présent, ça n'empêche pas d'avoir
des objectifs sur plus long terme, mais de savoir apprécier une sortie simple avec les amis, et puis aussi de saisir les opportunités, de pas être trop strict, je pense. Que ce soit des opportunités pour aller sortir, boire un verre, que pour aller faire une belle rando avec un beau sommet, mais aussi des opportunités professionnelles, tu vois. Je pense que beaucoup de gens se ferment à des opportunités parce qu'ils s'en croient pas capables. Et c'est dommage parce qu'ils passent à côté de quelque chose. Ça veut pas dire que tu vas réussir dans tous les coups, mais au moins tu auras T'auras tenté, ouais. essayé et tu n'auras aucun regret, tu vois. Super. Bah écoute, merci beaucoup. C'est quelque chose aussi qui me parle beaucoup. Ouais, Je pense que c'est hyper important, ouais, d'être capable de vivre l'instant présent et de savourer chaque seconde, parce qu'on sait pas de quoi l'avenir du coup sera fait. c'est clair. Ouais. Bah merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin. Donc vraiment un grand merci. Ça a été un très grand plaisir de t'écouter. J'ai appris beaucoup de choses malgré qu'on se connaissait depuis longtemps. J'ai appris vraiment beaucoup. Et bah merci infiniment. Et puis je sais pas si tu as un petit mot de la fin à nous donner avant de conclure. Ouais, bah merci à toi Enzo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. On a commencé la course à deux. On a pris des chemins différents où tu es allé. Moi, j'ai beaucoup bougé du coup avec l'école, avec des projets personnels. Donc, il y a eu une période où on s'est pas trop vu. Et là que maintenant on est tous les deux en montagne, on se revoit, c'est cool. En plus, on a les mêmes philosophies de l'entraînement où voilà, on aime aussi beaucoup apprendre des autres. Et tu le montres avec tes podcasts. Et moi, j'aime toujours aussi partager ce que je pense être vrai. Et je suis toujours à l'écoute aussi de d'autres visions. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était mon premier podcast et j'espère que ça plaira aux auditeurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook Run Success-du-bas Coaching. Pour toutes les personnes souhaitant progresser ou améliorer leur performance en course à pied, il faut savoir que je propose un appel bilan 100% gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous aide à planifier au mieux votre saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel directement via mon compte Instagram en passant par mon lien Linktree. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et un bon run. À bientôt sur Run Success Podcast.